Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Land Associés Parveka. Dans quelques minutes, on va parler du zéro artificialisation nette, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Pour les agents, l'actualité commence par un certain nombre de primes de revalorisation. Alors, s'agissant de la fonction publique territoriale, c'est le décret 2022-728 du 28 avril 2022. Et puis, le même jour, le 2022-741 pour les agents de l'État. Dans la fonction publique de l'État, toujours, il y a eu un arrêté du 2 mai allongeant la liste de ceux des établissements ou services où on pouvait déroger au vote électronique pour les élections des instances de dialogue social. On a un gros volet, en gros, organisation, avec un décret sur l'amélioration de la transparence financière des établissements sociaux ou médico-sociaux, avec quelques débats sur les conditions de contrôle, puisqu'il faut un accord écrit des personnes hébergées, ce qui peut rendre un tout petit peu moins aléatoire ou surprenant le contrôle. Un audit très intéressant du CIGEDD des agences de l'eau avec un certain nombre de propositions. Et la Cour des comptes qui, elle, propose que le secrétariat général du gouvernement ait plutôt moins de réunions, mais plus de pouvoir et un certain nombre d'autres propositions de l'institution de la rue Cambon. Ce qui évolue aussi, c'est évidemment la vie familiale. On a eu ces dernières années la PMA pour toutes, la réforme de l'adoption, un nouveau régime pour les enfants nés sans vie, des règles permettant de changer de nom dans un certain nombre de cas, et puis d'adaptation au regard de la filiation. Donc tout ceci conduit à un nouveau modèle de livret de famille par un arrêté du 3 mai 2022. En matière de commande publique maintenant, la fonction publique de l'État se voit appliquer un nouveau décret sur la lutte contre la déforestation importés. Mais comme c'est intéressant, un certain nombre de collectivités territoriales ou autres acheteurs publics importent ce mode d'emploi dans leur propre commande publique. Et puis, on a un arrêt du Conseil d'État du 3 mai 2022, intéressant, qui confirme que la liberté des autorités concédantes, mais c'est la même chose en marché public, sur la notation des offres est quand même très encadrée. Et puis, on a eu un important décret, on en reparlera, modifiant le code de la commande publique avec essentiellement une continuation du verdissement de la commande publique, nouveau seuil pour l'espace vert, etc. Beaucoup de choses dans ce décret. Je vous ai mis ici un résumé de ce qu'il faut retenir de ce texte. Passons aux élections législatives. Vous le savez, pour être au second tour, il faut avoir 12,5% des inscrits. Ce qui fait que les petits candidats seront à la peine, ce qui fait que sur tous les côtés de l'échiquier politique, on a des recompositions très discutées qui ont lieu. Eh bien, une des conséquences de tout ceci, c'est que le gouvernement a du mal à faire sa circulaire sur le nuançage des futurs candidats pour annoncer qui est divers gauche, centre droit, que sais-je encore, puisque c'est difficile d'appliquer à nuance cette couleur à un caméléon qui change de couleur. Donc, le ministère de l'Intérieur s'y est essayé et ça nous donne une intéressante circulaire du 27 avril 2022. Sans trop de surprise cette fois-ci, en revanche, le Conseil d'État a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à transmettre une QPC au Conseil constitutionnel sur le régime de la loi de finances pour 2019 qui avait réformé à la marge, en fait, le régime de ce qu'il faut prendre ou pas en compte pour estimer qu'une TOM est excédentaire. Urbanisme et aménagement maintenant. Un décret a fixé la liste des communes qui ont une particulière vulnérabilité de leur territoire pour les questions de recul de trait de côte. Alors, cette liste a un impact important en urbanisme, mais cette liste n'est pas très ample au regard de l'immensité des communes concernées par ce qui va, dans les décennies à venir, être un enjeu majeur d'aménagement, de localisation des équipements touristiques, de l'habitat, de l'économie, etc. Mais il semblerait qu'une liste complémentaire soit en cours de préparation, il faut que les communes simplement délibèrent sur ce point. Et puis, on a un arrêt important du Conseil d'État sur les constructions de logements en zone tendue, où, d'un point de vue procédural, la porte de l'appel se referme un peu plus. Et puis, sur l'artificialisation des sols et le zéro artificialisation nette, on a deux décrets importants, mais on va en reparler parce que dans quelques secondes, c'est le sujet de notre dossier. Et puis, on a les mini-brèves, que voici, et que voilà. Mais passons tout de suite à notre grand dossier. Le zéro artificialisation nette après les lois climat-résilience d'une part et 3DS d'autre part. Le constat en matière d'artificialisation des sols, on le connaît. 22% du pays est constitué d'aires urbaines avec une artificialisation des sols considérable, entre 5 et 9,5% du territoire national, 28% pour des infrastructures, 14% pour l'activité économique et 42%
pour de l'habitat, et on a à peu près 28 400 hectares par an, principalement pour des logements et des jardins, donc d'artificialisation sur la dernière décennie. On constate cependant que on a une baisse de cette croissance de l'artificialisation, voire même une baisse de l'artificialisation dans sa progression, avec des différences considérables d'une région à l'autre. Les causes, on les connaît, la décohabitation, la préférence pour la maison individuelle, révolution dans les transports, sous-exploitation du bâti, difficulté à s'implanter dans certains territoires, etc. Il y a eu toute une série d'évolutions juridiques sur ce point, notamment en juillet, en octobre 2019, il y a eu des documents qui étaient tout à fait intéressants sur le problème et les solutions. Et juridiquement, tout a commencé sérieusement avec la loi du 12 juillet 2010 qui impose des objectifs de modération en matière de consommation de ces espaces, avec les articles que vous connaissez, L 122.1.16 notamment du Code de l'urbanisme, etc. Et donc, on a eu toute une série, à partir de 2017-2018, de circulaires, d'instructions et de mise en œuvre par les préfets de politiques toujours plus strictes. Instruction du gouvernement du 29 juillet 2019, par exemple, alors qui conseille par certains côtés d'utiliser des outils ORT, GOU et autres qui ne s'appliquent pas partout, mais d'autres textes sur la continuité écologique, comme le décret du 17 décembre 2009, qui en creux servent aussi à ces mêmes préoccupations, et puis développement de beaucoup de brochures, d'explications, d'outils. Mais surtout sur le terrain, des préfets qui se retrouvaient à bloquer les extensions d'urbanisme qui seraient trop consommatrices de ces terres, en ralentissant la procédure en tout cas. Et puis une ordonnance du 17 juin 2020 sur la modernisation des SCOT a fait une démarche de plus en ce sens, de la même manière que le 24 août 2020, on apprenait que les préfets allaient renvoyer en CNAC tout projet d'aménagement commercial qui ne respecterait pas le ZAN. Et puis les préfets donc ralentissaient les procédures qui s'avéraient trop consommatrices de terres dans des projets de SCOT, de PLU. On pouvait attaquer la décision du préfet, mais ça prend du temps. Et puis après, il y a eu donc la conférence nationale sur le climat avec 13 propositions en la matière qui faisaient que on allait passer à autre chose. Dans un premier temps, on était donc sur des réflexions, conférences sur le climat, etc. Et puis en même temps, des blocages de plus en plus clairs par les préfets quand les SCOT ou PLU paraissaient trop peu vertueux en ce domaine. On peut attaquer les refus préfectoraux en ce domaine, mais ça prend du temps et puis on ne gagne pas forcément. Et puis, tac, est arrivée la loi climat-résilience. Cette loi du 22 août 2021 a une disposition phare sur ce point, qui est l'article 191, qui pose le principe d'une artificialisation des sols qui doit être réduite de 50% dans les 10 prochaines années par rapport à ce qu'elle avait été dans les 10 précédentes. Et avec une absence totale de nouvelle artificialisation de sols d'ici à 2050. On est en net, c'est-à-dire qu'on peut renaturer certains territoires pour en urbaniser d'autres sous certaines conditions. Avec une transposition de ce principe dans les SCOT dans les 5 ans, dans les PLU dans les 6 ans, et une intégration dans les SRADET, SARS, DRIF et autres PADUC. À défaut, blocage de toute nouvelle ouverture à urbanisation. L'article 192, d'ailleurs, définit ce qu'est l'artificialisation brute, et le texte définit aussi, du coup, ce que sera l'artificialisation nette, puisqu'encore une fois, on peut avoir un solde entre l'artificialisation et des renaturations. L'article 194 de cette même loi prévoit donc cette intégration de cet objectif dans les différents documents d'urbanisme, avec des dérogations possibles dans différents cadres. Par exemple, les CDAC doivent prendre en compte cette artificialisation, mais il y a quelques dérogations limitées d'ailleurs. Le maire d'ailleurs ou président de l'EPCI devra au moins tous les 3 ans présenter à l'organe délibérant un rapport sur cette artificialisation des sols, et au niveau régional, on a aussi quelque chose qui ressemble à cela. La consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers est également définie par l'article 194 de cette loi, qui prévoit également que le PADD ne pourra ouvrir à l'urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers que si les espaces urbanisés ont déjà été utilisés. Donc vous voyez, on a un dispositif relativement complet qui couvre également, articles 199 et 200, les orientations d'aménagement et de programmation qui s'enrichissent sur ce point.
On pourra, d'ailleurs, on devra, prévoir dans les communes qui sont dans des zones fortement urbanisées, on devra dans le règlement prévoir que certains secteurs auront des parts minimales de surface non imperméabilisées ou éco-aménageables. On a à ce jour des décrets sur la nomenclature, la définition de l'artificialisation des sols, l'intégration dans les SRADET ou équivalent, et ce rapport local que j'évoquais. L'intégration dans les SRADET ou équivalent, et ce rapport local que j'évoquais. Quelques aides ont été prévues, en voici notamment sur la question des friches, quelques-unes qui apparaissent à l'écran, et une circulaire a été adaptée, et puis est intervenue la loi 3DS. La loi 3DS n'a fait que finalement assouplir sur un petit point le calendrier de point de départ d'intégration du ZAN dans les objectifs des SRADET, SARS, DRIF et autres PADUC. Mais pour le reste, on a bien un calendrier très strict qui apparaît ici à l'écran, avec quelques ajustements également, notamment sur l'urbanisme commercial. Tout ceci s'est retrouvé un peu cristallisé dans une circulaire du Premier ministre du 7 janvier 2022. Ouf, ça fait beaucoup de choses. Eh bien, sur tout ceci, je voulais voir avec vous deux spécialistes que je remercie. Bonjour. Bonjour Eric. Nicolas, on commence par toi. Est-ce que tu peux nous rappeler comment gérer tout ceci d'un strict point de vue juridique ? Alors, effectivement, c'est la loi climat-résilience du 22 août dernier qui a précisé tout cela et qui a deux apports importants. Le premier, c'est d'abord une définition de l'artificialisation des sols et qui nous a dit que une artificialisation, c'est l'altération durable des fonctions écologiques d'un sol, que ce soit ses fonctions hydriques, climatiques, biologiques, et aussi l'altération de son potentiel agronomique. Donc, on a une définition juridique de l'artificialisation désormais. Il y a deux objectifs principaux. Le premier, qui a été très médiatisé, a été de dire que d'ici 2050, la France se caractériserait avec zéro artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'en 2050, l'objectif doit être atteint qu'il n'y a plus d'artificialisation des sols pratiquée sur notre territoire. Mais d'ici 2050, a été inscrit un autre objectif à plus brève échéance, qui est de dire que sur les 10 prochaines années, les collectivités, et de toute taille, vont être obligées de réduire leur artificialisation des sols à hauteur de 50%. C'est-à-dire qu'on prend sur un territoire donné l'artificialisation des sols qui a été pratiquée au cours des 10 dernières années, et l'objectif, c'est que sur les 10 prochaines années, on réduit cette artificialisation de 50%. Et les collectivités vont devoir inscrire cet objectif dans leurs différents documents d'urbanisme, que l'on soit en STRADET, en schéma d'aménagement régional, en SCOT ou en PLU. Cet objectif-là doit être inscrit avec un calendrier qui varie en fonction des documents, mais qui est assez restreint. Et pour cela, effectivement, c'est la procédure de modification qui pourra être mise en œuvre. D'abord, le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est de ne pas perdre de temps, parce que le calendrier posé par le législateur est assez serré, et ne pas perdre de temps implique de tout de suite identifier d'abord le degré d'artificialisation des sols que j'ai pratiqué au cours de la période passée. Ça me permettra de déterminer mon objectif pour les 10 prochaines années, et puis aussi de faire un audit du territoire pour voir ce qui peut être encore artificialisé, puisque le législateur a dit qu'il fallait privilégier l'utilisation des friches qui existent à l'heure actuelle plutôt que d'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux territoires qui seraient naturels, agricoles, etc. Et vous, chez Atopia, comment gérez-vous ceci d'un point de vue pratique et avec quelle mise en œuvre concrète ? Alors, il est clair que la question des friches est quelque part le sujet le plus compliqué, en fait. Et la loi ZAN, même si elle cible ces types d'occupation de l'espace, n'a pas encore apporté tous les outils qui permettent au mieux de reconquérir ces espaces. Quelque part, il faut évidemment avoir une bonne connaissance de la friche et de son potentiel de revalorisation, puisque vous vous en doutez, cette friche, elle peut soit redevenir un espace mobilisé pour l'urbanisation, que ce soit vocation résidentielle, économique ou d'équipement, soit éventuellement, et c'est la possibilité qu'ouvrent effectivement les textes, soit renaturée. La vraie question dans ce second cas,
c'est véritablement le coût que peut représenter cette opération-là pour la collectivité. Et qui appelle évidemment à mettre en place des solutions alternatives, puisque les solutions de dépollution traditionnelles lourdes sont coûteuses. Et aujourd'hui, il y a la vraie question qui se pose, c'est comment les collectivités vont pouvoir financer ces renaturations pour parfois des effets qui sont assez limités, hein, puisque les emprises de bâtiments sont parfois assez restreintes et donneront donc à des droits d'urbanisation, des possibilités d'urbanisation ou d'artificialisation par ailleurs, qui peuvent être limitées et notamment qui pourraient produire des effets leviers assez limités pour l'urbanisme en fait, hein, et pour l'évolution des villes. Quelque part, il faut sûrement élargir la réflexion au-delà des friches. C'est une logique de renaturation et de désartificialisation plus globale qu'il faut engager. Et c'est sûrement là le sens de la loi, puisqu'on est vraiment dans un projet de loi qui va chercher à minimiser les impacts de l'urbanisation sur l'ensemble de l'écosystème et quelque part dépasser la simple recherche de mètres carrés en fait, hein, pour minimiser l'impact de l'urbanisation sur ces espaces naturels. Alors l'évolution, les effets en fait, hein, de l'application de cette zéro artificialisation nette, évidemment, sont variables en fonction des contextes du territoire. Qu'on soit dans un contexte littoral, métropolitain, ville moyenne, le marché immobilier n'est pas le même et la pression foncière n'est pas la même non plus. Donc les effets du zéro artificialisation nette sont différents. Quoi qu'il en soit, on se rend compte sur le terrain que les densifications qui ne sont pas organisées génèrent des tensions sociales, des tensions locales, de voisinage en fait, hein. Quand on a une densification de dents creuses qui se fait par comblement entre deux maisons individuelles, on s'expose à des risques de conflits de voisinage, en fait, hein, très souvent. C'est ce qu'on constate sur le terrain. Et de la même manière, des densifications verticales, en général, génèrent là aussi des réticences de la part du voisinage qui subit des baisses d'ensoleillement, des vues, voire une image du quartier en fait qui est altérée. Je crois surtout qu'il ne faut pas minimiser aussi une autre voie en fait, qui est celle des stratégies de résilience qui peuvent être mises en place à l'échelle des bâtiments, et notamment la question de la réversibilité ou la question de la mutualisation des fonctions, en fait, que ça soit dans les bâtiments ou dans les espaces. On pense par exemple au co-living ou à la mutualisation de stationnement dans des zones commerciales. En fait, c'est sûrement là un des effets les plus bénéfiques de l'objectif ZAN, pardon. Très clairement, Nicolas l'a dit avant, l'enjeu premier et l'objectif qu'il faut suivre dans un premier temps, c'est évidemment bien connaître son document d'urbanisme et la dynamique d'artificialisation qu'il y a sur le territoire. Le compteur est parti, l'objectif à 10 ans démarre depuis août 2021. Quand on a un document d'urbanisme, la priorité est d'évaluer les coûts partis, c'est-à-dire en fait la dynamique d'artificialisation qui est déjà engagée pour identifier au mieux quelque part les marges de manœuvre qu'on a sur le territoire, ville ou territoire intercommunal évidemment. Le deuxième outil et levier qu'il va falloir mobiliser, c'est la mise en place d'une vraie stratégie foncière dans un second temps, puisque c'est vraiment sur ce point que se concentrent les enjeux, identifier les secteurs mutables, les îlots anciens, pour que la collectivité puisse mettre en place les outils adéquats de maîtrise pour pouvoir réaliser ces objectifs et en tout cas répondre à ces besoins en termes de développement économique ou résidentiel. Merci, au revoir. Merci. Merci Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 10 minutes juridiques parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.